c'est la musique qui vient dicter soit un univers, soit un rapport au rythme, soit un rapport de fréquence. Et parce que tout le monde se soumet à cette espèce de filtre et de ce tamis sonore et musical, on pense qu'il y a communion. Donc, comment on fait pour remplir ce gap qu'il y a entre là où on en est dans notre propre corps, ce fameux ici et maintenant dont parlent je ne sais combien de gourous et de leaders spirituels, c'est avant tout une présence au corps, rien d'autre. Salut Yanaël, Salut Stéphane. merci d'accepter mon invitation pour cette vidéo. L'anecdote est la suivante, c'est que on s'est rencontrés il y a plusieurs années à Eurotas, rassemblement mondial de psychothérapeutes transpersonnels, de psychothérapie transpersonnelle, Ouais. et il y a quelques semaines, on se croise par hasard, par curieux hasard, à l'autre bout du monde, et moi, ma manière de vivre ce genre de choses, c'est quand on se croise comme ça, c'est qu'on a un truc à se dire. Et donc, on se croise pour l'info en Thaïlande. D'ailleurs, tu es pas loin de la Thaïlande en ce moment. Et s'ensuit une discussion de plusieurs heures sur ton domaine de compétence ou de passion ou de spécialité. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce qui t'anime? Écoute, oui, d'abord, merci pour l'invitation. Effectivement, c'était assez rigolo cette rencontre, même pour recontextualiser un brin. C'était dans une soirée ecstatic dance, et donc pas forcément là où les conversations un petit peu poussées sont les plus faciles, souvent pour l'environnement sonore et tout ça. Mais ça ne nous a pas gêné du tout. Et voilà, et moi j'avais suivi un petit peu ton travail et tes curiosités, pas que pour le hasard, et d'être dans ce contexte de la danse extatique, où il y a beaucoup de mouvements et où les gens sont amenés, viennent a priori pour se faire plaisir, essentiellement pour éventuellement toucher une extase du bout du doigt ou de l'ensemble du corps, je sais pas, ça dépend des uns et des autres. Et donc, on a abordé ces sujets de la danse. Et je sais pas si je t'avais dit ou pas, moi, a priori, la danse extatique, ou ces danses qui sont essentiellement guidées par la musique, euh, j'ai a priori une petite réserve de départ, petite idée préconçue, souvent des préjugés que justement, il est toujours intéressant de déconstruire et de mettre à l'épreuve. Et puis le contexte de Copangan aidant. Et puis une future participation aussi dans des festivals d'ecstatic dance où je vais proposer des ateliers qui sont plus dans ma partie de danse contact improvisation parce qu'il faut mettre une étiquette, mais qui est plus pour moi une curiosité à amener les gens à se mettre en lien avec leur propre corps, avec l'environnement, avec l'espace et avec les autres, pour se mettre en mouvement de manière consciente, disons, et néanmoins agréable. Donc ces expériences de la danse extatique étaient à double emploi, disons, à la fois pour casser certains préjugés, aussi pour me familiariser un petit peu avec, avec ces environnements-là. Voilà. Euh, Moi, je me permets de te couper. mais je t'en prie, vas-y, oui, n'hésite Apparemment, pas. tu dis de la danse avec musique, et donc est-ce qu'on doit comprendre à travers des mots qu'il existe une danse sans musique? Est-ce que tu peux développer cette idée-là? Eh bien, oui, 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 je pense que la danse existe avant que la musique ne vienne se flirter de manière très intime et de manière aussi très inconsciente, parce que le couple danse-musique est quasi une évidence pour la majorité des gens. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé la danse, souvent notamment la gardienne de l'immeuble de ma mère, on disait, ah, mais est-ce que vous faites le grand écart? Si on faisait de la danse, il fallait faire le grand écart. Et régulièrement maintenant, ah, vous êtes danseur, sur quelle musique dansez-vous? Comme s'il y avait une espèce de relation de cause à effet absolument évidente entre, entre l'univers sonore et du coup ce qui en découlerait comme mouvement ou comme manière de danser. Alors c'est vrai que ce couple-là existe de manière très prégnante dans plein de sociétés et, euh, et il est difficile de passer outre, on ne peut pas le nier. Mais ce qui est évident aussi, c'est que la danse est pour moi avant tout un regard que l'on pose sur le mouvement.
et que le mouvement est à la base de toute vie, que s'il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie, et à la base aussi de l'existence de tout ce qui est. C'est-à-dire qu'on dit que la première vibration est une vibration sonore, ce qui va contredire un petit peu ce que je suis en train de dire, et qu'ensuite il y a eu ce phénomène d'expansion de la matière, quoi. Donc tout ça, on parle de la danse cosmique, on parle de la danse de manière métaphorique, pas seulement une métaphore vive, mais comme une réalité de la manière dont les choses, le rapport entre les choses et l'organisation qui est entre elles, avec tous les paramètres et tous les liens qui sont à l'œuvre là-dedans, à l'échelle macro comme à l'échelle micro, de par cette organisation peut être regardé comme une danse. Voilà. Euh, et, et, euh, et je pense que nos corps d'êtres vivants et d'êtres humains sont dans leur fonctionnement les plus micros, les plus minimes, des merveilles de machines, et j'emploie le mot machine un petit peu de manière ironique et provocative, mais en même temps à juste titre, parce qu'il y a énormément de systèmes à l'œuvre dans un corps humain, et que la mise en lien de tous ces systèmes et la manière dont tous ces systèmes s'imbriquent, l'interdépendance de tout ça, peut, largement au-delà d'une métaphore, être regardée comme une danse. Voilà. Et que si on a besoin absolument du filtre ou de la permission presque, de la permissivité qu'amène la musique pour s'autoriser la danse, ça veut dire qu'on se coupe a priori de toute une pré-danse peut-être, ou une danse déjà à l'œuvre, avant même d'y mettre l'intentionnalité d'une danse plus extérieure. On se coupe de toute cette minutie du vivant qui est un mouvement permanent, pour être très concret, à commencer par le mouvement de la respiration, le mouvement des battements du cœur, tous les fluides qui sont à l'œuvre dans le corps, les mouvements que l'on apprend depuis le stade intra-utérin, juste pendant tout le développement de l'enfant jusqu'au stade adulte. Tous ces apprentissages-là sont des mouvements qu'on prend pour acquis, qui, selon si on parle de la respiration ou de la marche, par exemple, euh, sont plus ou moins réflexes, répondent pour l'un. Alors la respiration, par exemple, est super intéressante parce elle, euh, elle peut être à la fois contrôlée par le système nerveux sympathique et à la fois par le système nerveux parasympathique. C'est-à-dire que c'est à la fois un réflexe et à la fois quelque chose sur lequel on a un contrôle. Donc, tous ces champs-là du mouvement qui nous, d'une part, nous amènent à la vie, nous maintiennent en vie et nous donnent toute cette potentialité de construire notre rapport et les va-et-vient incessants entre l'intériorité et l'extériorité du monde. Tout ça, je trouve, est une merveille. Enfin, c'est vraiment c'est un sujet pour moi de fascination quotidien, euh, et on a peut-être un peu trop tendance à prendre pour acquis. Est-ce que- Avant, Est-ce ouais. qu'on doit entendre ici, puisque là on parle de danse sans musique, est-ce qu'on doit Mhm. entendre ici une danse sans mouvement ou une danse intérieure? Est-ce qu'on doit entendre que Alors, c'est possible? euh, est-ce qu'on doit entendre dans ce que je dis? Je Oui. dis, j'adore la musique. Et justement parce que je l'adore, le son a une autorité qu'il est très difficile de contourner, encore plus que le mouvement, c'est-à-dire qu'il se répand qu'on soit dans le noir ou en pleine lumière, dans un espace confiné où il faut vraiment, je veux dire, il existe des caisses des caisses insonorisées ou de flottaison pour complètement isoler tout ce rapport à la sensorialité, notamment l'univers sonore. Et généralement, on entend de manière assez surprenante tous les bruits internes, les battements de cœur, et tous les bruits de nos organes qui sont pas silencieux.
Donc ta question, est-ce que c'est une danse sans mouvement, une danse sans musique? Non, je pense que c'est surtout ce que j'essaye de dire, c'est que l'échelle de mouvement est beaucoup plus large que celle à laquelle on se réduit quand on se cantonne à une réponse physique, à une impulsion sonore. Voilà. C'est très Euh, intéressant ce que tu dis là. Et donc, ce que tu appelles l'échelle de mouvement beaucoup plus large, comment est-ce que tu pourrais l'exprimer? Alors, par exemple, pour prendre des référents existants, hein, parce que dans tout ça, bien évidemment, je n'invente rien et je n'ai fait que me nourrir de tous ces gens dans le monde de la danse qui ont exploré, cherché à comprendre, parfois à définir de manière excessive, en tout cas à comprendre tout ce qu'est le mouvement et à partir de quand on appelle ça une danse. Qu'est-ce qui fait qu'un mouvement est un mouvement dansé? Et notamment dans ces pratiques-là, il y a la danse contact improvisation qui a été fondée par Steve Paxton et dont l'un des éléments euh, clés, disons, est ce qu'il appelle la petite danse et qui est une danse simplement dans une posture verticale avec l'ensemble des articulations des membres inférieurs déverrouillées, disons, c'est-à-dire pas de tension inutile, et d'écouter tous les petits mouvements réflexes qui nous maintiennent dans cette posture verticale. Cette posture, je veux dire, on dit l'autre appellation de l'homme, c'est celui qui marche debout, je crois, ou oui, cette posture verticale nous est quand même très particulière en tant qu'humain. On la prend pour acquis jusqu'au jour où un membre nous fait défaut, où l'énergie nous fait défaut, ou quelque chose nous empêche d'être simplement dans cette posture verticale qui est loin d'être anodine, hein, je veux dire, de manière anthropologique. Cette évolution vers la stature verticale, elle a quelque chose aussi de très fondamental dans qu'est-ce qui nous a amené à vouloir, à un moment donné, pas seulement regarder, mais aussi s'ériger vers le ciel et pas rester tout bas comme des rampants à vouloir trouver notre petit bonheur à la hauteur du sol, quoi. Donc cette érection, cette montée vers le haut nécessite l'ancrage dans le sol et cette dimension d'existence depuis l'appui des pieds au sol jusqu'au sommet du crâne qui s'érige vers le haut avec conscience et l'écoute de tous les micro-réflexes. Notamment dans les différents systèmes squelettiques, tendinomusculaires, mais aussi fascia et système nerveux. Et c'est là que toute l'interaction entre conscience et matière devient une porte d'entrée royale dans nos pratiques de danse, avec les neurosciences, avec tout ça, parce que ça donne des petites clés et en même temps parfois des, euh, des fourvoiements un peu scientistes qui passent à côté de l'essentiel, de la magie que nous apportent tous ces éléments ensemble. Donc la petite danse, c'est juste d'écouter ces mouvements micro-réflexes qui nous permettent de rester dans la verticale, et il appelle ça la petite danse. Voilà. Et c'est devenu presque. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse un petit peu en ce moment, donc je dis, c'est devenu presque un élément un peu rituel dans cette pratique, d'être à l'écoute de ça. Et cette pratique du contact improvisation, donc, va jusqu'à des sauts, des portées très acrobatiques, mais sans aucune préméditation de mouvement. Alors, puisque tu l'évoques, contact impro ou contact improvisation, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Et j'aimerais aussi te réentendre articuler entre sa genèse et Mhm. finalement ce qu'on trouve aujourd'hui qui semble un petit peu s'écarter de sa raison d'être. Est-ce que tu as envie de développer ça? Alors, je vais essayer de. Oui, oui, bien sûr, je peux être assez prolixe sur le sujet et tout ce que j'en dirai, évidemment, n'engage que moi. En tout cas, ce qui est très intéressant dans sa genèse, c'est que c'était la recherche d'un artiste.
Donc c'était pour une performance artistique dans un musée en 1972 qui, je crois, était Magnésium, et je pourrais me tromper sur le titre parce qu'il y a eu plusieurs euh, performances premières comme ça qui ont été faites. Et Steve Paxton, le chorégraphe en question, lui avait été danseur chez Merce Cunningham, qui lui-même était un chorégraphe de la danse moderne américaine qui était en rupture avec le ballet classique. Et Steve Paxton est un de ces chorégraphes de la danse postmoderne américaine qui lui-même était en rupture avec la danse moderne et donc avec toute cette organisation à la fois corporelle et chorégraphique qui se basait sur des positions première, seconde, parallèle, en dehors, les positions de bras et tout ça. Donc tout, avec une espèce de cartographie à la fois du corps et spatiale qui était quand même très codifiée. Voilà. Et en gros, et je ne traverse pas la genèse de manière chronologique, mais Steve Paxton s'est demandé qu'est-ce que ce serait que d'être la pomme de Newton. Donc la danse contact improvisation, c'est la danse de la chute. C'est apprendre à chuter. Et à partir du moment où on met notre attention sur le fait de chuter, on se rend compte qu'il y a une espèce de contre-force dans l'appui du sol qui nous ramène vers le haut. Cette contre-force étant bien sûr la conjonction d'un désir nourri par l'énergie qui nous supporte et par tous ces dérangements, à un moment donné, de ne pas rester dans cette inertie d'un corps flasque au sol, tant que ce corps-là est habité par la vie. Et puis, dès qu'on met des corps ensemble, eh bien, évidemment, les points d'appui changent, les rapports de chute changent, et on a quand même toute une surface du corps assez vaste. Et il est venu chercher comment on peut chuter à plusieurs. Comment on peut chuter à plusieurs de la hauteur de son propre corps, mais éventuellement en prenant un petit extra, un petit appel, un petit saut, un appui sur un autre corps, et comment tout ça glisse, bien sûr, avec Tatami, c'était un praticien d'aïkido également. Donc, toutes les mesures de sécurité, si tu veux, étaient prises pour pouvoir aller explorer un peu plus loin ce rapport à la chute. Et qui dit chute dit envol. Parce qu'une fois, si on chute juste du quatre pattes, on va vite être, je pense, limité dans tous les impacts et la répercussion de cette chute. Mais si on chute des épaules de quelqu'un, forcément, la trajectoire est plus intéressante. Et là, tous ces mouvements réflexes dont je parlais tout à l'heure dans la petite danse viennent s'organiser de manière beaucoup plus immédiate, beaucoup plus rapide et à un rythme tel et à une rapidité que notre conscience de veille n'a pas la possibilité de capter l'ensemble de l'information. C'est-à-dire que dans cette chute-là, on n'a pas l'habitude de s'organiser. Donc, il y a une espèce de training, d'entraînement du corps. C'est-à-dire que généralement, par exemple, quand les gens s'évanouissent, ils tombent sur eux-mêmes. Il y a une espèce de conscience qui fait que le corps va s'organiser dans une certaine chute. Si on chute en glissant en sortant de la baignoire ou sur une plaque de glace, là, généralement, il y a plus de dégâts parce qu'on essaye de rattraper, et parce qu'on n'est pas entraîné. Donc, l'art de chuter, est un art qu'on travaille dans les arts martiaux, qu'on travaille dans plein de sports de l'extrême sans doute. Voilà. Sauf que là, il y a pas d'enjeu. Et c'est ce que j'aime C'est pour ça que je mentionnais que c'était avant tout une recherche artistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'enjeu d'arriver à un résultat qui voudrait prouver quelque chose sur la manière dont le corps est, le corps fonctionne, tout ça, mais il y a cette permissivité de prendre toutes les outils et les informations qu'on a à disponibilité pour jouer mieux et davantage. Et avec le potentiel qu'on a tous en chacun, notamment des danseurs qui généralement vont pousser un petit peu les limites de ce rapport au mouvement, pas pour la sensation extrême qu'on pourrait avoir dans un cadre sportif. Et je pense que c'est intéressant de le mentionner aussi parce que la manière d'aborder le corps n'est pas le même. Et je pense que si, moi évidemment, je pense que ça se sera compris, ce qui m'intéresse dans tout ça, il y a aussi un phénomène d'autocompréhension et de conscience de ce que l'on est. Et forcément, on ne peut pas aborder le corps comme un outil au service d'une performance. Ce qui n'est pas complètement étranger à la pratique artistique, parce il y a aussi cette notion de virtuosité dans certaines pratiques de danse.
Mais là, il y avait dans cette pratique-là, je pense, vraiment une recherche de voir comment les différents sens s'organisent pour permettre la navigation dans ces différents niveaux quand éventuellement on supprime les appuis et qu'on met deux ou plusieurs corps en présence et qui jouent avec le rapport d'échange de poids, le rapport au sol et l'inertie et l'élan qui peut être généré à la simple force des énergies conjuguées de la gravité et de l'énergie propre des danseurs. Donc, la danse contact, c'est ça. C'est cette conjugaison de la gravité et de l'engouement des danseurs à bouger et à s'utiliser les uns les autres comme des appuis et des supports permanents au même titre que le sol. Sauf que le sol a un mouvement qu'on ne perçoit pas, disons, où il faut être quand même très très fin pour percevoir la rotation de la Terre, alors que la gravité, on l'aperçoit très concrètement. Donc, entre, disons, cette relative immobilité du support du sol et ce mouvement permanent et j'ai envie de dire un petit peu fougueux que peut avoir un danseur, comment la gravité au milieu de tout ça, conjuguée avec nos forces en présence, vient créer une danse et qui est une danse de l'improvisation parce qu'il n'y a rien de préécrit. Il ne s'agit pas de faire un joli porté ou un joli mouvement pour arriver à un résultat. Voilà, je ne sais pas si ça donne un peu une idée de ce que Oui, pourrait être c'est très profond, l'improvisation. c'est très profond, très décrit. Et en fait, donc, ce dont on est en train de parler depuis 20 minutes, je pense à voix haute et je me dis, OK, Yanaël est en train de nous dire qu'il existe une danse sans musique, il existe une danse sans mouvement. Et Ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il existait une danse sans mouvement. ah, J'ai pas dit qu'il existait une danse sans mouvement. intéressant parce que c'est ce que j'ai compris. Ah non. OK, alors Non, dis-moi. non, j'ai parlé de l'échelle du mouvement, du OK. spectre. C'est-à-dire que, je veux dire, si je ferme une paupière là en te regardant, peut-être personne va le voir. Si je bouge les deux mains comme ça, tout le monde va le voir. Donc voilà, c'est juste cette échelle entre le visible et comme disait Wingman, je pense, la danse a envie d'être vue. La danse appelle le regard de l'autre, pas seulement celui qui danse et qui produit la danse, mais celui qui vient regarder la danse, que ce soit un danseur ou un non-danseur. Donc, je parlais de l'échelle de perception du mouvement et que ces micro-réflexes dont je parlais, que Steve Paxton nommait la petite danse, ne sont pas des mouvements qui seront visibles. Mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas visibles à l'œil Mhm. d'un OK. d'un regardant extérieur qu'ils ne sont pas perceptibles pour celui qui fait le mouvement. OK. Donc, au contraire, c'est vraiment une histoire de mouvement et je dirais, on parle même en danse contact et dans différentes techniques de pré-mouvement. Mhm. Et tout ça, et c'est ce que je voulais aussi faire une petite parenthèse là-dessus quand on parle des systèmes, tout ça s'inscrit de manière très intéressante dans le système des fascias. Et ce qui est, je ne sais pas, ça te parle un petit peu, tous ces Bien tissus sûr. conjonctifs, voilà, qui sont très très à la mode depuis un certain nombre d'années. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand au début où on a commencé à disséquer, à explorer le corps dans son intériorité, pendant très longtemps, les fascias, c'était ce qu'on prenait, ce qu'on jetait à la poubelle. C'était tout ce qui nous empêchait d'accéder aux muscles, d'accéder aux tendons, d'accéder aux ligaments, à l'os et à tout ce qui était organe. Et maintenant, on se rend compte que c'est ça qui fait le lien entre non seulement tous les différents systèmes, mais qu'en plus, ces fascias-là qui sont d'une matière collagénique et très en restructuration permanente, créent pas que, mais créent aussi ce qu'on peut appeler ces exosquelettes. C'est-à-dire quand ils viennent à se rigidifier par certains endroits du corps, de par l'habitude, de par les postures, de par tout ce qui peut influencer l'intégralité d'un organisme et d'un corps vivant, euh, créer des postures qui petit à petit vont se figer. Voilà. Et donc le système des fascias, qui est très à la mode et qu'on utilise de plus en plus, est absolument fabuleux. Et c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, c'était vraiment un système qu'on ne prenait même pas en compte, quoi. Tu vois? Donc, Mhm. les différents niveaux de connaissances, et alors je ne sais plus les chiffres exacts, mais c'est aussi quelque chose dont se sert beaucoup dans les différentes pratiques de danse que j'enseigne et qui m'intéressent, c'est que l'information cinétique de mouvement circule à travers la chaîne des fascias de manière plus rapide que l'impulsion électrique qui circule dans le système nerveux. Wow. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a une information cinétique de mouvement qui est partagée par l'ensemble du corps en dehors
peut-être en corrélation d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas spécialiste dans la question, mais en dehors du simple système nerveux qui est beaucoup plus binaire. Et donc l'information du mouvement, de la posture, ajoutée à la proprioception et tout ça, est partagée par l'ensemble du corps en permanence, sans forcément passer par la tour de contrôle cerveau, système nerveux et moelle et tout ce système nerveux qui se répand à l'ensemble du corps. Alors, Donc, sans musique, oui, parce que apprendre à l'écouter. Sans mouvement, non, mais pouvoir réduire les potards à presque zéro pour se rendre compte encore toute l'infinité de ces micro-mouvements. Et je pense que c'est comme le son, notre oreille ne capte qu'une micro-échelle des fréquences sonores qui sont diffusées dans l'univers. Et ben, en termes de mouvement, si tu veux, pour faire court et pour résumer, souvent les danses qui font appel à la musique de manière excessive, peut-être un extrême pourrait être les rêves, la techno, où volume, BPM et tout ça sont à des intensités très fortes, eh bien ça tue, euh, ça réduit énormément toute la gamme, l'éventail et l'échelle de notre perception. Et je pense qu'on a à gagner à ouvrir notre perception plutôt que de la réduire dans des intensités souvent maximales et qui finalement, à mon sens en tout cas, sauf peut-être dans des moments de pic, amènent à un abrutissement plus qu'à une ouverture de la conscience, disons. ok. Alors, il y a deux questions qui me viennent. La première que j'avais, je vais la laisser pour plus tard. Et là, tu parles d'abrutissement, là où moi, j'aurais tendance à entendre trance. Ah, beaucoup de sujets ça. Ah. Alors, tu entends trans quand moi je dis abrutissement. C'est-à-dire que dans ton développement, et j'espère ne pas mal interpréter ce que tu dis, je te restitue ce que j'ai compris, c'est-à-dire que des hautes intensités en termes de volume et de BPM Mhm. ont créé ce que tu nommes abrutissement, là où moi j'aurais pu entendre écrasement des subtilités sensorielles ou des plages de perception. Oui, Et pourtant, cela, semblerait-il, permet de mener à une certaine transe, à en croire les personnes qui connaissent très bien ces activités-là, ces milieux-là. C'est la... alors, de quelles activités là parles-tu? Alors, il semblerait que ce soit justement ces rythmiques, ces BPM et ces volumes qui permettent d'accéder à une forme de transcendance. De trans en danse ou de transcendance? Les deux, les deux. Mais effectivement, on peut voir à l'endroit de ce que de ce que tu expliques, c'est-à-dire haute intensité, on peut Oui. voir un abrutissement ou un aplatissement des perceptions sensorielles, Hmm. un écrasement finalement, quelque Oui, part. En tout cas, c'est ce que moi je sens dans mon expérience de mon corps et de ce genre de musique, cet écrasement-là. oui, Et, et pourtant, on peut y voir et on peut y vivre et on peut y entendre de la transe. Et j'aurais aimé t'entendre sur oui. cet entrelacement entre ces paradigmes-là, ces deux paradigmes. Alors, ce sont des univers à la fois différents et assez circonscrits, qui se rejoignent bien évidemment, qui m'intéressent tous passionnément et dont je ne suis expert en aucun, si tu veux. Ceci étant, en ce qui concerne la transe, et j'ai lu il n'y a pas longtemps, je n'ai pas fini d'ailleurs, un livre magnifique de Pierre Brecht, je pense, qui parle de la transe et qui, notamment, le livre dont je voulais te parler la dernière fois, qui a écrit un bouquin magnifique qui s'appelle Le devoir d'ivresse, et qui est absolument splendide et qui adresse tout ça. Une des choses qui me vient dans cette proposition que tu fais, que cette intensité amènerait à la transe, c'est qu'à mon sens, il y a là un espèce de raccourci que je qualifierais de par l'ère du temps, à la fois consumériste, un petit peu simpliste, et qui fait abstraction de de tout un parcours qui, avant d'arriver à l'intensité, est ce qu'on pourrait appeler un parcours initiatique.
C'est-à-dire que si tu balances d'emblée l'intensité dans un organisme sans avoir compris d'où elle vient, sans avoir compris quelle est éventuellement la nécessité des relations qu'elle va nourrir entre les différents individus qui participent à un événement où certains individus sont amenés à des trans, notamment Pierre-Yves Albrecht parle je crois que c'est chez les Gnawa au Maroc, alors là, on est dans des cas très extrêmes de transe où les praticiens les plus évolués rentrent dans un four à je ne sais plus combien de degrés et aspergent le public avec de l'eau bouillante. Donc, toute cette espèce de fakirisme qui faisait partie des pratiques de transe de certaines communautés. Bien évidemment, ces gens-là arrivaient à poser alors tout ça s'articule avec la religion, les mystiques dans la religion. Quel est l'objectif de ces actes posés? Quelle est l'initiation qui amène certains individus qui à la fois, j'ai envie de dire, se choisissent, c'est-à-dire se sentent appelés par ça et sont choisis par une communauté pour faire un certain parcours initiatique et après pour éventuellement en guider d'autres? Est-ce que l'on peut euh, de manière systématique, parce qu'il y a intensité, faire un parallèle sans creuser et prendre un certain nombre de précautions entre ce que je viens de citer, par exemple, qui correspondent à des rituels, des initiations mystiques depuis des siècles, avec des communautés souvent secrètes, avec des systèmes d'autorité qui sont généralement des autorités de compétence et pas des prises de pouvoir, et pas des prises de pouvoir arbitraires dans les communautés, c'est-à-dire que les gens qui disposent d'un certain pouvoir sont au service de la communauté, au même titre que les chamans qui sont dans d'autres rapports à la transe, sont des gens qui entretiennent des relations particulières avec un autre plan de réalité au service d'une communauté. Donc la notion de pouvoir qu'apporte l'utilisation de ces différentes choses qui amènent un individu, un groupe d'individus ou toute une communauté d'individus à des degrés d'intensité très forts sont encadrés par un savoir, une sagesse et surtout par une intentionnalité qui est définie. Est-ce que on peut remettre tout ça d'emblée dans une rêve partie des années 90 où le jeu, et je suis pas vraiment j'ai pas fréquenté énormément, mais où le jeu consistait essentiellement à échapper à tous comment dire, les flics, quoi, les forces publiques, pour arriver dans des lieux qui souvent étaient secrets, cachés, où il y avait eu toute une organisation absolument formidable, c'est-à-dire une mise en commun de compétences pour arriver à créer toute l'infrastructure, pour tout d'un coup arriver à envoyer les BPM, les substances, l'organisation, pour que tout ce monde-là, en manque d'intensité, puisse à un moment donné arriver à un seuil d'intensité et se dire, bah, on a communié. Nous avons communié, nous étions tous là, nous sommes rendus dans cet endroit-là et nous avons tous vibré à une certaine intensité. Voilà. Mais si tu prends la masse de ces gens-là et la manière dont tout ce qui servait à atteindre ces intensités, que ce soit les BPM, les substances et tout ce jeu de marginalisation, et d'ailleurs, dans ce livre-là, Le devoir d'ivresse de Pierre Verlet, qui est une merveille, justement, Pierre-Yves est un thérapeute qui soignait les jeunes qui étaient en lien avec des problèmes d'addiction terribles, et notamment dans ces pratiques-là. Et il fait le parallèle. Il fait le parallèle en disant, au départ, cet appel-là vers cette ivresse-là, vers cette intensité, c'est la même que celle du mystique. Au départ, c'est la même. Il y a quelque chose de profondément commun là-dedans. Mais les chemins qui amènent sont éventuellement des chemins qui peuvent être dans un mouvement de spirale ascendant ou descendant.
C'est-à-dire que soit ça peut élever vers le haut et qu'il y aura éventuellement des moments absolument d'intensité avec des souvenirs, et il cite des textes de gens en rêve partis qui sont dans des états de perception très intenses et qui arrivent à en garder une mémoire et à retransmettre des souvenirs de ça, mais en même temps, tout l'enfer possible qu'il y a dans cette même spirale-là Quand elle par est rapport à... Ouais, voilà. Donc, je pense que l'intensité n'est pas suffisante. Et en plus, tu parles à mon client parce que je suis assez amateur d'intensité. Donc, je pense que chaque âge a une recherche d'intensité différente. Mais que si l'intensité n'est pas nourrie de quelque chose, et aussi, j'ai envie de dire, si on va la chercher comme quelque chose qu'on va voler à notre communauté ou quelque chose d'interdit, elle prend de suite une couleur, elle est teintée de toutes ces notions de l'interdit, l'interdit n'étant pas le secret. Être dans quelque chose qui est réservé à certains moments, à certaines personnes choisies, n'est pas pareil qu'être de se criminaliser pour aller être en recherche d'intensité. Donc tout ça est à l'œuvre. Et donc je pense que de faire un parallèle entre ces choses-là sans observer tout ce paysage-là peut amener à des espèces de raccourcis qui font l'économie de choses dont, à mon sens, on ne peut pas faire l'économie. Et justement, je tire le fil que tu me tends et tu me dis, il ne suffit pas d'intensité, on ne peut pas faire l'économie de certaines choses. Est-ce qu'on peut ensemble poser le doigt sur ces choses dont on ne peut pas faire l'économie et qui manquent à cette intensité? Écoute, j'ai envie de faire un petit saut en arrière par rapport à la danse. Moi, j'ai commencé la danse à 18 ans. Et je me souviens, dans un de mes premiers cours de danse, qui était, disons, un cours de jazz très académique, très classique, le professeur se dit, déroule ton pied. Et je me dis, merde, putain, ça fait 18 ans que j'ai ce pied-là, et depuis 18 ans, je me suis jamais imaginé que je pouvais le dérouler, quoi. Et juste le fait de regarder une articulation et de me dire, tiens, elle peut prendre cette forme-là, et avec ce verbe-là, avec ce mot-là, appliqué à ma conscience, et en appliquant cette conscience sur ce pied, je déroule le pied. Je me dis, putain, ça fait 18 ans que j'existe, et jamais personne ne m'a dit ça. Je pense que pour arriver à cette intensité ou pour pouvoir donner accès à ces degrés d'intensité que je pense on peut atteindre par la danse, mais pas que, il faudrait considérer le corps et son appréhension, son appropriation et sa mise en jeu comme quelque chose d'aussi essentiel, voire plus essentiel que lire, parler, compter. Et que les enfants devaient être amenés à pouvoir découvrir leur propre corps, pas simplement de manière anatomique, physiologique, fonctionnelle et tout ça, mais j'ai envie de dire de manière poétique. C'est-à-dire que notre propre corps euh, est vecteur de poésie. Ce que j'entends par là, c'est d'un rapport au monde qui est construit, j'ai envie de dire, parce qu'on en a, juste pour la beauté du geste et pour aucune autre productivité. C'est-à-dire que rien que le simple fait d'être vivant et de s'émerveiller de cette chose-là, de par notre capacité à bouger, est en soi un acte poétique de présence au monde. Et je pense que si très jeunes, les enfants pouvaient être amenés à découvrir, et quand je dis très jeune, je dis j'ai un petit garçon de 9 ans qui fait du hip-hop, et ben très vite là-dedans, dans le hip-hop, il y a cette fougue, cette énergie, cette virtuosité qui déjà voudrait passer les étapes. On a tous envie de franchir les étapes, surtout avec la somme d'informations dont on est bombardé en permanence, quelle que soit la pratique que l'on fait. On a des dizaines de milliers d'heures de vidéos sur Internet pour voir les meilleurs qui existent. Donc, comment on fait pour remplir ce gap qu'il y a entre là où on en est dans notre propre corps, ce fameux ici et maintenant dont parlent je ne sais combien de gourous et de leaders spirituels, c'est avant tout une présence au corps, rien d'autre. Et c'est pas juste une espèce de concept.
C'est comment mon corps, qui a ses limites, notamment la peau, qui est en contact avec le sol à un certain endroit, et comment ce qui travaille, ce qui est à l'œuvre dans cette régularité, dans cette continuité et dans ces interruptions, donc rythme, respiration, inspire, expire, battement, tout ça, ce sont des rythmes. Tout ça, c'est une musique. Et c'est, je pense, dans cette dimension merveilleuse au sens pur de ce mot-là, que les enfants, je pense jusqu'à 5 6 7 ans, ont encore cette espèce d'imaginaire qui n'est pas cloisonné par le mental, la réalité, et la justice, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a encore tout ce monde de l'enfance où la vérité, l'imaginaire, le juste peut prendre, peut tourner et se retourner d'un instant à l'autre. Et je pense que là-dedans, il y a une sagesse poétique qui peut nous permettre, après, une fois que le mental a voulu reprendre ses droits et, et reprendre un contrôle qu'il se croit juste d'avoir, de garder cette espèce d'infiltration poétique qui donne un rapport au monde à la fois plus tendre et d'une richesse qu'on a tendance un petit peu à perdre. J'ai l'impression que je digresse un petit peu et je ne sais plus quelle était la question, mais je sais qu'on était toujours en lien avec l'intensité. Eh bien, la Euh, question, c'était, je rebondissais sur ton propos où tu disais qu'il manquait potentiellement quelque chose à l'intensité, que l'intensité ne suffisait pas. ah, Je venais te chercher sur, en fait, qu'est-ce qui manque à l'intensité? hmm, qu'est-ce qui manque à Et tu l'intensité? parlais et tu es revenu sur le déroulement du pied, sur l'idée Ah de... oui, ah oui, d'accord, d'accord. Merci de m'aider à garder un petit peu trace. Qu'est-ce qui manque à l'intensité? Bah, peut-être peut-être les premiers pas. Peut-être les premiers pas. C'est aussi pour quand je reviens sur cette histoire de musique, c'est-à-dire que la musique, de par son autorité et de par son intensité, j'ai envie de dire, assez immédiate, quand je dis intensité, c'est pas simplement BPM et volume, mais ça peut être aussi l'atmosphère créée. Je fais souvent cette grosse caricature sur certains styles de danse que je ne nommerai pas, mais où je considère que la musique est posée de manière dictatoriale sur la danse, où on va travailler sur les différents centres ou les différents chakras, et on met les djembés pour travailler sur le chakra du bas, le chakra, je dis très régulièrement le chakra du cul, et on met du boum, 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 et on fait référence à un certain univers culturel africain, et puis on va monter un petit peu, et on va mettre les violons et tout ça. Et puis on va être dans le chakra de l'émotion, le chakra du cœur, le chakra de tout ça. Mais c'est toujours la musique qui vient dicter ça. Et puis après, on va mettre les cloches, et puis le chakra coronal s'ouvre, et puis on a notre connexion au divin qui arrive là, pop, 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 il suffit de le dire, et la voilà. Et je trouve qu'il y a quelque chose de simpliste là-dedans qui veut emballer tout ça, c'est peser, fournir ça avec dire, voyez, on a tous communié parce qu'on était tous bien connectés sur nos différents chakras au même moment, et tout ça en utilisant la musique de manière, j'ai envie de dire, un peu autoritaire. Alors que, notamment dans une autre pratique, qui est la pratique la plus artistique, qui m'est chère au-delà du contact improvisation, qui est la composition instantanée, c'est-à-dire comment on fait pour improviser euh, en temps réel devant un public. C'est-à-dire que chaque mouvement qui est fait pour toujours, et le authorship, la sensation d'auteur est concomitante de celle d'interprète, et il n'y a pas de retour en arrière. Et l'invitation au public, cette convocation-là, est, euh, répond à la sacralisation de l'espace théâtral, chose qu'il n'y a pas dans la danse contact. Et parfois, il y a confusion. C'est aussi la confusion qu'il peut y avoir entre la danse thérapie et puis une danse de scène, où il y a une convocation, un appel à un public à dire tel jour, à tel endroit, à telle heure, il se passera ça. Ou aussi, ce qui est possible et qui se fait beaucoup, c'est d'aller directement à la rencontre du public et d'avoir l'audace de présenter quelque chose dans un environnement public et de dire voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai à donner tout de suite. Et ça demande une conscience
immédiate qui joue beaucoup de manière technique sur la capacité à agir et à percevoir de manière simultanée. Dans ces rapports à la danse dont je parlais avant, où la musique est un petit peu dictatoriale, c'est la musique qui vient dicter soit un univers, soit un rapport au rythme, soit un rapport de fréquence. Et parce que tout le monde se soumet à cette espèce de filtre et de ce tamis sonore et musical, on pense qu'il y a communion. Alors que, et je faisais le parallèle avec la composition instantanée, où notamment le travail avec les musiciens, qu'on appelle généralement des improvisateurs libres, et qui se définissent, encore une fois, il y a aussi ces clichés dans ce monde-là, où surtout pas d'harmonie, surtout pas de rythme, hadam, hadam, c'est interdit de rentrer dans les rapports harmoniques et rythmiques. On a des vocabulaires, j'ai envie de dire, presque plus plastiques, de texture, de manière, de sonorité, et surtout, ce qui est très important, c'est que ça nous donne le pouvoir de faire musique en fonction de comment on écoute. C'est-à-dire que n'importe quoi peut devenir musique, c'est la manière dont on l'écoute qui va en faire de la musique. Ouais. Donc, on peut être dans une ville et dans un environnement urbain très. Et la manière dont on peut sélectionner l'écoute, savoir qu'est-ce qu'on écoute, comment, de faire notre propre petit réglage intérieur, fait en sorte que le regard ou l'écoute que l'on pose et les sens sont perméables. On peut écouter avec les yeux, on peut regarder avec les oreilles, on peut sentir avec le toucher. Et notre vocabulaire quotidien, tu vois, je sens mon énergie, je le sens pas, je le sens pas. Tout ce vocabulaire des sens est très perméable dans les six différents sens. Et maintenant, avec la proprioception, et je crois que j'ai lu un article il y a pas longtemps, où il disait qu'il y a presque 20 sens. Ils ont répertorié plus de 20 sens. Je ne saurais pas dire lesquels, mais je serais assez curieux d'ailleurs d'avoir cette information. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que cette notion d'authorship dans le mouvement que l'on produit ou le son que l'on va produire donne accès à sa propre voix et à la connaissance de notre monde intérieur qui est chez tout un chacun, peut-être à des degrés différents, mais beaucoup plus vaste et beaucoup plus subtil et beaucoup plus riche que celui qu'on voudrait nous imposer à tous comme un dénominateur commun dans ces soirées où on vient chercher de l'intensité. Eh Voilà, je ne ben, sais pas si ça répond plus ou voici moins à la question, mais clair. moi, c'est plus cette subtilité-là qui m'intéresse que cette communication, cette communion un peu artificielle, disons. C'est très clair et très éclairant, et surtout, et ce sera probablement ma dernière invitation à l'exploration commune ici, pour moi qui suis naturellement encore éloigné des considérations corporelles sur le chemin qui est le mien, euh, c'est très t'entendre, et c'était déjà le cas il y a quelques semaines quand on s'est croisés à l'autre bout du monde, t'entendre est très décomplexant à l'endroit de ce qu'une personne éloignée de son corps et de ses sensations pourrait produire en termes de danse ou de mouvement artistique ou peu importe. Hmm. C'est très décomplexant. C'est intéressant d'entendre ça, parce que dans le décomplexant, alors, il y a j'entends complexe, Oui. et dans J'aurais pu dire complexe, décloisonnant aussi. oui, voilà, et j'entends complexe, non pas seulement dans sa couleur psychologisante, mais j'entends complexe en termes de complexité Mhm. et qu'on a affaire dans notre rapport à nous-mêmes à quelque chose de complexe. On a l'impression qu'on est très complexe. Entre l'image qu'on a de soi, l'image qu'on voudrait donner, nos idéaux, comment on dit, les créneaux de beauté, les critères de beauté, les canons de beauté. Qu'est-ce que le beau, qu'est-ce qui n'est pas beau? Et Dieu sait qu'on est martelé. Le rapport au corps, où maintenant on a affaire à tous ces artifices-là pour essayer de répondre à ces canons de beauté. Donc tout ça est complexe. Mais comment on peut arriver à simplifier tout ça et à faire de cette complexité, trouver des portes d'entrée simples pour y rentrer. Mhm. Et ces portes d'entrée simples pour y rentrer, elles sont littéralement dans le corps. Il n'y a pas autre chose que le corps qui peut nous donner. Le mental n'est pas équipé pour ça.
Le mental est, comme on le sait tous, c'est que the monkey mind, il passe d'une chose à l'autre, il a ce potentiel absolument merveilleux de pouvoir s'affranchir des distances, des temporalités. Le corps, non. Et si on revient à cette simplicité par des choses aussi simples que la marche, mettre un pied devant l'autre, caler ça avec une respiration, non pas pour arriver éventuellement pour arriver à des états méditatifs et tout ça, mais juste pour arriver à avoir cette conscience que l'on peut poser là-dessus de manière simple. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a mettre un pied devant l'autre, on part pas, on fait pas Paris-Shanghai, mais on va juste traverser éventuellement cette pièce, faire ça et se rendre compte que là, il y a un monde infini de conscience que l'on peut développer, nourrir, abreuver, cultiver, tricoter, détricoter, partager, et avec qui a un terrain de jeu absolument formidable. Encore une fois, je pense qu'il y a une intentionnalité et qui va orienter le type d'attention que l'on met dans les choses sur cette entrée dans le corps qui, de toute façon, doit être simple. À un moment donné, le corps, le corps, il est simple, il aime ce qui est spécifique. Je veux dire, là, c'est pas ici. Je veux dire, ça, c'est pas pareil que ça. Et le corps enregistre tout ça. Donc, à un moment donné, où il faut lui donner des indications simples et le corps se réjouit. Le corps est heureux d'être en mouvement avec des indications simples. Après, je pense en tant qu'individu et en tant que communauté qui vont éventuellement se réunir pour avoir certaines pratiques de corps, dont la danse, il faut savoir vers quoi on l'oriente. Est-ce qu'on l'oriente vers une connaissance de soi? Est-ce qu'on l'oriente vers une connaissance de soi à des fins thérapeutiques? Et auquel cas, la direction est plutôt de l'extérieur vers l'intérieur et il y a quelque chose de l'ordre d'une intériorité que l'on va favoriser, ou est-ce que on a les couilles, j'ai envie de dire, de dire, OK, j'ai envie de prendre dans cette communauté-là ce rôle de l'artiste et j'ai pas forcément quelque chose à dire, mais j'ai quelque chose à être à un moment donné et j'ai envie que ce soit vu. Et auquel cas, la directionnalité change un petit peu. Et le rapport à l'espace change un petit peu. Il s'élargit. Il y a une espèce de conscience de l'espace dans lequel tu viens convoquer cet événement que tu choisis de nourrir et de construire. Et c'est une autre prise de position et ça ne veut pas dire que l'un est interdit quand tu fais l'autre, mais je pense qu'il y a une clarté à avoir dans tout ça, parce que, notamment comme tu le suggérais au tout début quand tu parlais du contact improvisation, il y a une petite tendance à tout mélanger et à faire des espèces de soupes qui parfois deviennent insipides. Et parce qu'on travaille avec le corps, eh bien pourquoi pas, on fait du tantra, contact, tango, folk, et on y met un petit peu de cuisine aussi parce qu'on mange tous et en même temps, on va aussi y mettre de la spiritualité parce que comme ça, on aura notre petit bypass spirituel et donc notre spectre de clients sera d'autant plus facile à atteindre. Je fais encore une fois une caricature, mais il y a cette tendance-là à tout mélanger avec les mots et le corps a besoin de plus de spécificité et l'engagement a besoin d'une intentionnalité plus précise, à mon sens. Merci, c'est très clair. Voilà. Euh, Est-ce qu'avant de conclure, est-ce que tu veux très brièvement nous faire part de ce que tu proposes en France, ton activité, ton lieu? Alors oui, avec plaisir. Je développe un lieu depuis peu qui s'appelle Somasati. Soma, le corps, en grec ancien, sati, l'esprit, c'est un peu plus vaste que ça, mais en sanskrit, et qui se dédie à toutes ces pratiques qui explorent la relation corps-esprit. Et moi qui parlais de la soupe tout à l'heure, je reste très transversal et très curieux et j'aime les différentes entrées là-dedans. Donc il peut y avoir une entrée, disons, thérapeutique dans le sens de prendre soin. C'est ça l'étymologie du mot. C'est pas je vais te réparer, et je vais te remettre comme tu l'étais, mais c'est apprendre à travers ces pratiques et notamment à travers la pratique du toucher, à prendre soin de soi, des autres et des environnements qu'on partage. Donc ce lieu est dédié à ça pour accueillir des individus, des groupes et traverser certaines expériences qui généralement vont avoir des entrées par le corps.
Voilà, il y a un site web, somasati.com, et je développe ce lieu d'accueil. J'ai toujours euh, organiser un certain nombre de mes activités dans des contextes où il y avait moyen d'accueillir des gens d'horizons différents. Ça fait partie des choses que j'aime faire en lien avec le voyage. J'ai toujours beaucoup voyagé et la possibilité d'accueillir des gens d'horizons différents et de parcours différents dans un endroit qui est propice à travailler ces directionnalités dont je parlais tout à l'heure, intérieur, extérieur, intimité, intimité un petit peu élargie et tout ça. Donc voilà, ce lieu se dédie à ça. Et à côté de ça, je reste très engagé dans la pratique artistique pour la beauté du geste, tout simplement, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre vraie mission, en tout cas en ce que je sens de manière très épidermique, à exister si on n'a pas à un moment donné cet émerveillement et ce souci de rendre les choses belles, sans prétention par rapport à ça, mais de pouvoir avoir cette joie de dire ouais, il y a quelque chose il y a quelque chose du beau et qui en soi n'est pas une recherche de productivité, mais un espèce de diapason commun, de fréquence, de bourdon qui parfois, encore une fois, peut avoir ses craquements, ses fêlures, ses déchirures, ses intensités, ses destructions. On est tous dans ces cycles de construction, destruction et d'assumer tout ça. Et puis aussi, dans l'aspect thérapeutique, ben, de savoir individuellement et collectivement arriver à s'armer pour affronter aussi la tragédie qu'est la vie, parce que c'est pas facile, la vie, quoi. C'est aussi, ça a une dimension tragique inhérente à- au fait d'exister et qu'on sait tous qu'on va disparaître et que donc de ce côté tragique en miroir à cette beauté, cette merveille, pour moi, c'est déjà un terrain de jeu et un terrain de construction sans fin, quoi. Quelle belle conclusion. Merci pour Voilà. ton temps. Ça nous fait 1 heure tout rond. Et puis, je te dis donc à bientôt. Est-ce que tu voulais encore un mot de la fin? Un mot de la fin, ben écoute, j'ai envie pour boucler la boucle d'honorer à nouveau cette rencontre complètement insolite et, euh, et de reprendre ta terminologie des hasards curieux qui ont donné l'occasion de cet échange et qui réveillent la curiosité. Le mot de la fin, restons curieux de nous-mêmes et des autres Merci à et, toi, Lionel. et engageons-nous dans cette curiosité. Voilà. À bientôt. À bientôt, Stéphane. Prends soin de toi.